Bonjour Julie, bonjour à tous et bienvenue pour ce 44e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Un épisode qui arrive bien plus tard que prévu, parce que je rigole parce que on a passé 10 jours assez infernaux à tomber malade. Je crois que c'était une bronchiolite. Oui, enfin je suis désolée, c'est vrai que là du coup ça ressemble à une émission avec un côté club pour le 3e âge, mais non, enfin tu dis 10 jours Morgane, mais moi j'ai l'impression que ça fait bien plus longtemps. Peut-être 2 semaines. Ça fait une éternité. J'ai perdu la notion du temps. Enfin là je remonte des enfers, je veux dire, j'avais perdu la voix encore hier et puis Oui, c'est ça. Alors en fait, on aurait pu enregistrer plus tôt parce que bon, on était peut-être en état physique de le faire, mais on toussait beaucoup. On aurait fait un épisode qui ressemblait à rien, où il aurait fallu découper, aller chercher pour la petite bête pour découper les petites toux. Ça aurait été pas agréable pour nous et surtout pour vous. Je crois qu'on vieillit. Là, je me sens désespérée. Mais en tout cas, Julie, on n'a pas oublié de voir des films. On en a vu dont on ne va pas parler. On aurait peut-être aimé en parler si on avait pu faire un épisode plus tôt, mais voilà, en termes de il faut faire des choix. Ouais, voilà, en termes de planning, en plus, on pouvait pas faire un épisode avec 7 films. On a choisi 4, notamment des films qui sont, désolé, tous américains en fait, qui viennent d'Hollywood, mais c'est la période des Oscars qui arrivent. La plupart des films dont on va parler sont bien placés, en tout cas pour déjà les Golden Globes, mais ils seront peut-être certainement à la cérémonie des Oscars. Ce sera sûrement pas le cas des 4 films qui est Hérétique, mais les 3 autres en tout cas, il me semble que oui, on encore tu dis ça Morgane, mais pour Hérétique, donc qui est au sommaire de ce 44e épisode, Hugh Grant me semble être dans les sélections côté Golden Globes pour son rôle. C'est vrai, j'ai même pas fait attention. Je crois. Ah, c'est possible. Mais voilà, sinon les films, moi je voulais juste parler d'un film qui est sorti et qui m'a beaucoup plu, dont on ne va pas parler, mais il faut aller le voir parce que, enfin, s'il passe encore près de chez vous, c'est Les Reines du Drame d'Alexis Langlois, qui est une comédie musicale particulièrement géniale. Savoureuse, oui. Savoureuse, c'est une comédie musicale queer et avec des numéros musicaux qui sont, alors peut-être pas aussi impressionnants que dans Wicked, mais en tout cas musicalement les chansons sont bien, pour la variété française. Je dis d'autant plus ça que c'est pas trop mon truc. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, comme histoire, on va dire, passionnelle, référencée, hommage en même temps à des choses qui, bon, forcément, à toi et moi, Morgane nous parle, c'est-à-dire des émissions comme la Star Academy, Nouvelle Star, etc. Et aussi à toutes ces stars marketées qu'on a fait dans la variété française au début des années 2000. Le film fait écho à tout ça en rajoutant une couche aussi de lesbianisme en fait, c'est-à-dire comment le fait d'être lesbienne n'était pas possible d'être assumé comme ça dans ces situations-là, et on sait que c'est vrai en fait, c'est-à-dire que c'est montré avec beaucoup de flamboyance et aussi de l'humour pour dédramatiser la chose, mais je trouve que Les Reines du Drame abordent c'est un film qui aborde un sujet qui est éminemment sérieux, et j'ai beaucoup aimé le ton du film, son traitement. Enfin voilà, pardon, j'ai enchaîné sur le film, mais si tu veux rajouter quelque chose par rapport à moi... Non, c'est très bien, Julie, merci. Mais aussi esthétiquement, c'est flamboyant. Il y a un côté à la fois très rétro, années 50. On sent que c'est un peu la première inspiration chez Alexis Langlois, qui adore le cinéma des années 50-60. Et aussi donc très marqué par tout ce qui est esthétique queer récente. Je pense notamment à Yann Gonzalez, un peu aussi Bertrand Mandico, mais il a sa propre touche. Et tu parlais de toutes les effectivement références, etc. Mais il y a aussi le film parle aussi beaucoup de son époque, et notamment de la manière dont les fans en fait abordent les stars. Et je pense que c'est vachement d'actu actuellement, parce qu'il y a beaucoup de complètement avec pardon je te coupe, mais beaucoup de ce qu'on appelle les relations parasociales. C'est ça. Il y a beaucoup de relations parasociales, donc des relations développées par des gens qui s'imaginent avoir des relations sociales avec des personnalités, notamment sur Internet, mais qui n'en ont pas. Et qui n'en ont pas. Mais Guy devienne toxique, et le film traite de ça. Et aussi il traite des personnages bin, et franchement je trouve que tout ça fait un peu beaucoup quand on raconte là, mais ça fonctionne, et très bon film. Je sais pas si Julie, toi t'avais un film à conseiller qu'on a vu dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais sinon alors je réfléchissais par rapport littéralement pour les gens qui nous écoutent mais ne peuvent pas voir évidemment ce qu'on fait, j'ai ouvert mon Letterboxd pour vérifier.
Je crois pas qu'il y a quelque chose de récent que j'ai particulièrement envie de mentionner. Si, peut-être, mais vraiment rapidement, sans forcément s'étaler, parce que on s'était dit qu'on le verrait et au final on l'a rattrapé. Moi, le film de Bayona, Le Cercle des Neiges, qui est sorti en ce début d'année sur Netflix, je dis pas que c'est un film parfait, mais pour un film Netflix et de toute façon pour un film tout court, je l'ai trouvé très bien, notamment parce qu'il a... il a quelque chose de clinique dans sa manière d'aborder le fameux crash des Andes. C'est-à-dire qu'il se penche vraiment sur les éléments, les détails, c'est comment tous ces gens-là se sont effondrés comme ça dans le cockpit de l'avion, comment ils ont fait pour essayer de survivre au jour le jour. Ils creusent vraiment sur les dilemmes qui les ont traversés. Est-ce qu'il fallait manger des gens ou pas, comment ils ont fait pour parvenir à les résoudre. Et en fait, au final, ils ne les ont pas résolus. Ils s'y sont... pliés parce qu'ils devaient survivre. Enfin bref, tout ça, en fait, je trouve un film très lourd émotionnellement. C'est-à-dire que je le conseillerais pas aux gens qui sont déprimés, parce que c'est le meilleur moyen de passer une mauvaise semaine. Mais, humour à part, c'est vraiment un film qui m'a marqué, et je trouve que c'est de manière générale, un des meilleurs films que j'ai vu de type film de survie récemment. Oui, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de ce genre de films, et à une époque, j'ai l'impression qu'il y en avait plus. C'est vrai. Moi, je pense notamment à Seul au monde, au début des années 2000 peut-être. Mais moi, j'ai moins aimé que toi, évidemment, parce que je trouve que le film, c'est un peu de la mélasse par moments émotionnel. Mais effectivement, tout ce qui est description des horreurs, en fait, des atrocités qu'ils ont vécues, auxquelles ils ont dû s'adonner aussi, est plutôt réussi, même si je pense que fait par un réalisateur comme Herzog, ça aurait peut-être eu beaucoup plus d'impact, mais de puissance. Mais là, on reste quand même dans quelque chose d'assez... on voit que c'est un cinéaste qui a commencé par le cinéma d'horreur. Pas le meilleur film de tous les temps, c'était L'Orphelinat. Et j'ai préféré ce film-là à L'Orphelinat. Ouais, voilà. Mais voilà, il y a du talent. Bayona, c'était pas un mauvais réalisateur du tout. Et puis Morgane, j'ai juste envie d'ajouter, il y a quelque chose, je crois aussi, qui m'a fasciné dans le film, c'est que c'est un film de survie qui se passe dans un milieu fortement enneigé. Si tu veux, à l'époque où le réchauffement climatique fait qu'il y a de moins en moins de neige partout sur la Terre, j'ai trouvé ça quasi anachronique, et oui, cet anachronisme-là m'a fasciné. C'est pour ça que on ne sait pas finalement dans quel état est comme ça la cordillère des Andes à la période du film, et je suis sûre qu'il y a forcément beaucoup moins de neige. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est marrant parce que l'avion vole très bas, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus possible de voir des avions voler aussi bas. Enfin voilà, bref. Je pense qu'effectivement, il y a une dimension sur l'époque où ça a eu lieu, etc. Je pense qu'il y a vraiment une idée aussi derrière la tête de Bayona. En tout cas, si ça te convient, Morgane, on va pas plus épiloguer sur les films qu'on a rattrapés ou vus récemment et qui seront pas au sommaire de cet épisode. Si, rapidement, juste deux mots pour dire que récemment est sorti Grand Tour de Miguel Gomez, que j'ai adoré, qui fait partie de mon top 10. Alors, je l'ai vu il y a un certain moment, avec toi d'ailleurs. J'avais oublié qu'il faisait partie de ton top 10. Oui. Oui, et comme il est sorti récemment, je voulais quand même en parler rapidement. Moi, j'ai adoré plus pour des motifs, on va dire, intellectuels, voire sensoriels, et aussi pour une espèce de manière d'écrire que j'ai trouvé assez exigeante en termes de langage cinématographique. Là où je trouve que souvent les films ont tendance à prendre les spectateurs pour des jambons en surexpliquant tout. Là, voilà, on a un réalisateur qui nous montre quelque chose, qui ne nous prend pas spécialement par la main, qui complexifie pas non plus à l'excès son propos. Et après, on se laisse embarquer ou pas, mais moi, ça m'a énormément plu, à la fois dans les images en noir et blanc montrées par le film, et aussi dans toute sa partie qui relève quasi du documentaire. Pour moi, c'est une très belle écriture et une manière originale de traiter un sujet qui est archi vu et revu, finalement, qui est la non-réciprocité de l'amour. Ouais, très bien dit, Julie. Moi, le film, j'ai peut-être moins de souvenirs que toi, mais c'est vraiment sur la confrontation entre les deux types d'images, que ce soit l'image tournée en studio, en noir et blanc, qui fait très cinéma muet, c'est ostentatoire, cette manière de faire, et les images type documentaire qu'il a tourné avant le Covid de l'Asie. Je trouve que c'est un très beau mélange dans la manière c'est fait. Je suis moins convaincu par la construction du film. C'est souvent le problème que j'ai avec les films de Miguel Gomez, c'est que la deuxième partie est moins bien que la première, et voilà, je trouve qu'il perd un peu son souffle au milieu du film.
et il le regagne moins, mais non, c'était un beau film, et de toute façon c'est un cinéaste qui est devenu un peu rare parce qu'il a eu une espèce de hype au début des années 2010 avec Tabou, et ensuite il y a eu Les Mille et Une Nuits, mais depuis il a fait un seul film, je crois, Journal de Tu vois, qui est un film de confinement pendant le Covid, et voilà, ça c'était son film qu'il devait faire avant Journal de Tu vois, et Journal de Tu vois, ça s'est fait par le hasard des choses, mais voilà, c'est bien qu'il ait terminé, et je crois qu'il a déjà un autre projet, parce que entre temps, le temps qu'il termine Grand Tour et qu'il fasse autre chose, voilà, je pense que du coup ça il est revenu dans une meilleure dynamique, et on pourra avoir d'autres films de lui, et je suis assez content. Et on peut lancer du coup le sommaire de ce 44e épisode dont on va parler de Gladiator 2 de Ridley Scott, Hérétique avec Hugh Grant. Ensuite on parlera de Wicked de John Chu, et on terminera sur Conclave de Edouard Berger. Tout le monde connaît Ridley Scott, et pas que parce qu'on en a parlé à Arrêt Caméra. On adore aimer ses films ou les détester. Réalisateur encensé pour Alien, Blade Runner ou encore Gladiator premier du nom. Également pour j'allais dire une bêtise, House of Gucci et Napoléon. Non, justement, j'allais y venir, Morgane. Le réalisateur qui va sur ses 90 ans et qui est en super forme produit les films à gros budget à la chaîne, comme en témoignent justement les sorties rapprochées de Le Dernier Duel, House of Gucci, que nous n'avons pas aimé à Recamera, Napoléon qu'on n'a pas non plus aimé, et donc Gladiator 2. Est-ce que Ridley Scott va trop vite pour faire des bons films, ou est-ce qu'il a encore des choses intéressantes à montrer? On en parle juste après ton résumé, Morgane. Alors, Julie, des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. Donc, en fait, ce Gladiator 2, si j'ai bien compris, et ça fait un moment que j'ai pas revu le premier Morgane, c'est une sorte un peu de remake du premier. Enfin, je pense que tu seras d'accord là-dessus. C'est quasi la même histoire. En fait, Julie, le premier épisode il a été fait. Je pense pas qu'il était dans la tête de Ridley Scott ou de son scénariste. Je crois pas que c'est Ridley Scott qui a fait le scénario. De faire une suite, en fait. Mais c'est par la force des choses, le fait que il a du succès, qu'il est vieux aussi peut-être qu'il avait envie de retourner dans un de ses succès précédents. Tout ça fait que il a eu l'idée de faire Gladiator 2, et je suppose aussi que les producteurs lui ont aussi soufflé l'idée à l'oreille. Alors apparemment l'idée, de ce que j'ai compris, Morgane, elle court depuis 2001, sachant que le premier Gladiator est sorti en 2000. Après l'idée mais bon, une idée c'est une idée, voilà, après on peut l'avoir pendant 20-30 ans, et là du coup ça fait 24 ans qu'il l'avait, quoi. Oui, à tout casser. Je parlais vraiment de l'idée d'en faire un scénario, d'en faire un film sérieusement, quoi, et pas forcément le 1 il est sorti, pourquoi pas faire le 2 à l'époque, mais voilà, et ça se voit dans le film parce que la manière dont il raccroche les chariots, c'est un peu forcé. C'est vrai. Je pense que tu es d'accord avec moi. D'un autre côté, je peux comprendre l'idée, l'envie de faire une suite. Bon, il y va, il y a une opportunité. Le film, il peut avoir des moyens financiers assez conséquents pour être fait. Pourquoi pas? Il y a des acteurs à la mode qui veulent participer. Bon, en l'occurrence, Pedro Pascal, Paul Mescal. Allons-y, quoi. Après, en termes de scénario, je comprends qu'il soit facilement trouvable du fait que le personnage qu'incarnait Russell Crowe, il est décédé, donc on peut y trouver un héritier, tout ça. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que je ne nie pas l'idée, j'avais pas d'a priori, en fait, sur le fait de vouloir faire une suite à Gladiator premier du nom. Après, moi, ce qui me pose problème dans ce film, et on va rentrer en détail là-dessus, Morgane, c'est qu'au final, je lui reproche exactement la même chose qu'à Napoléon, avec Joaquin Phoenix. Donc, je vais sûrement me répéter par rapport à ce que j'avais dit à Recamera au moment de parler de Napoléon. C'est que je trouve que Ridley Scott, il bâcle ses films à différents niveaux. Sûrement que toi, tu vas surenchérir par rapport à moi et te rappeler de choses dont je ne vais pas parler ici. Mais quand je dis il bâcle ses films, c'est que je les trouve pauvres, pas forcément en matière de scénario, mais pauvres en matière d'écriture, pauvres en matière de mise en scène.
avec des émotions appuyées, la musique qui sert de cache-misère, qui est tonitruante pour essayer comme ça de nous vendre du grand spectacle avec des tas d'effets. Enfin, je veux dire, il y a des scènes qui sont à la fois atroces et ridicules. Enfin, on a des animaux qui ne ressemblent à rien, comme ces espèces de singes zombies qui se mettent... zombies. Non, mais ils sont ignobles, qui se mettent à attaquer Paul Mescal. On a des scènes qui ne sont même pas jouissives parce qu'elles sont ridicules. On dirait que ce sont des IA qui les ont faites. La fameuse scène du Colisée où on voit les bateaux tourner dans une espèce de mare de canard, mais sauf qu'on voit des requins qui s'élèvent pour manger les gladiateurs. Enfin, c'est... je sais pas, pour moi, c'est rien que le concept, c'est digne d'un cow-boy alien dans l'espace, tu vois. C'est-à-dire, c'est aussi anachronique et ridicule que ce genre de film peut l'être. Et comme c'est un film qui a pas du tout d'humour, et c'est normal, enfin, c'est le projet, c'est difficile, je trouve, de compatir à son sujet. Bon, et puis on devine vite l'histoire, donc voilà. Enfin, pour moi, en fait, Gladiator 2, c'est plus une espèce de machine à exposer... on va dire quelque chose que Ridley Scott aime beaucoup, à savoir la virilité des corps masculins, principalement. Pas du tout une virilité qu'il pourrait avoir chez les femmes, et voilà, donc il veut montrer du gros muscle. Mais il le faisait pourtant par le passé, la virilité des femmes, en fait. C'est ça qui est... Ouais, et c'est ça que je comprends pas forcément, mais à la limite, pourquoi pas, tu vois. Il y a au début une femme qui est montrée comme virile, c'est la femme de Anno, de Lucius, parce qu'il s'appelle Anno, en fait, il s'appelle Lucius, donc Paul Mescal, qui est montrée pendant... C'est une espèce de Valkyrie, en fait, mais plutôt une Amazone, en fait, qui tire avec un arc, mais c'est vraiment au début du film, et ensuite, après, il y a plus de personnages féminins dans le film, sauf le personnage de la mère, et c'est tout en fait, ou alors vraiment en fond, mais c'est qu'une intrigue d'hommes au final. Et c'est vrai que Ridley Scott par le passé avait peut-être plus montré des personnages féminins aussi habités par la virilité, pardon. Mais voilà, c'est juste pour faire une... Non, mais je suis d'accord, mais du coup je trouve que enfin, c'est pas grave après de pas montrer des personnages féminins forts pendant un certain temps. Non, je dis juste que au regard de ce qu'ils montrent, c'est-à-dire surtout des corps musclés, huileux, qui se battent avec des épées, avec des armes, enfin, je veux dire, même pas avec leur capacité mentale, dans des scènes d'action qui sont pas très bien réalisées, pas extraordinaire, c'est difficile de vraiment apprécier ce film. Mais en fait, Julie, moi, tu l'as dit, je vais surenchérir. En fait, c'est un turbo nanar. Ah oui, tu y vas, quoi. Non, mais faut dire les choses. Le problème que j'ai, moi, ça me dérange pas, les films qui sont ridicules. L'idée des requins dans le Colisée, je trouve ça absurde. Ça aurait pu donner une bonne scène, mais en fait, c'est juste... Mais là, c'est nul, enfin, je suis désolée. C'est juste faire tomber le type, il se fait dévorer, voilà. Mais ça aurait été bien si la scène à côté de bateau où ils s'affrontent, ça aurait été bien mise en scène. En fait, non, on a juste une charge, ils s'attaquent et tout, mais il n'y a pas de vraie mise en scène de l'espace. Se dire que des bateaux dans un Colisée, comment tu fais pour rendre ça crédible d'une manière par la mise en scène, etc., ou de rendre ça stylé, il ne le fait pas, c'est très plat. Et moi, c'est le problème que j'ai avec ce film, c'est que c'est des idées tout aussi absurdes qu'a pu être plaquées, et en même temps, à côté, on a un sérieux, mais de morgue dans tout le film. Mais pour moi, en fait, Morgan, ce film, c'est la partition d'un orgue de barbarie, c'est-à-dire que Ridley Scott, il tourne la manivelle, il y a les trous dans la partition, et le truc, il se déroule comme ça, il n'y a aucun incident, enfin, tout est réglé facilement, tout est lissé à l'extrême. C'est ennuyeux comme film. Je vois ce que tu veux dire, mais vraiment, c'est ce côté très sérieux. Ridley Scott n'a pas une once d'humour, il se prend vraiment au sérieux. Et pourtant, ce que tu filmes, mec, c'est d'un ridicule. Enfin, genre, détends-toi, il n'y a pas de souci. C'est deux hommes en jupette qui ont des muscles gonflés aux stéroïdes. Enfin, excuse-moi, il n'y a rien de transcendant là-dedans, et je suis d'accord avec toi, Morgane. Il y a rien qui soit vraiment enfin voilà, excitant, on les envie pas, je veux dire, bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Rien du tout, quoi. C'est d'autant plus marrant que la promotion du film enfin, en tout cas faite par les acteurs, pas forcément par Ridley Scott, je pense qu'il a pas du tout géré ça, ils ont vachement axé sur l'homo-érotisme, etc., alors qu'il n'y en a pas du tout dans le film. Il n'y en a pas du tout dans le film. Mais ça, c'est pas grave à la limite. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un truc qui me dérange avec Ridley Scott, mais qui date, en fait. On s'en rend compte que quand on regarde Blade Runner, c'est présent, c'est cette espèce de misanthropie, de noirceur qui est très forte quand il
qui réussit ses films impressionnantes, mais que quand t'es dans des trucs qui sont ratés, ça devient vite problématique. Alors que, par exemple, House of Gucci, il a essayé l'humour, bon, c'était pas drôle du tout. À part quelques scènes, hein, éventuellement. Mais c'est peut-être une anomalie dans toute sa carrière, mais sinon, ça a toujours été un cinéaste qui se prend très au sérieux. Et je trouve que c'est de pire en pire depuis, je sais pas, je pourrais même pas choisir le film de Bascule parce que je me souviens pas. Je crois que le dernier film que j'ai trouvé excellent de bout en bout de Ridley Scott, c'était Cartel. Ah oui, ça remonte. C'était très noir et il y avait une espèce effectivement de comédie noire en fond parce qu'on suivait des personnages qui étaient complètement hors sol, qui étaient des caïds de la drogue et qui étaient dans des jeux de massacre et Brad Pitt qui se faisait découper la tête au bout d'un moment. Enfin, il y avait vraiment ce côté-là qui était appuyé et c'était à la fois. Il y avait de la mise en scène, Morgan. Voilà, c'était à la fois drôle et noir, mais je trouve que depuis c'est de pire en pire. Alors, Alien Covenant, c'est presque un accident. J'ai bien aimé le film pour ce côté un peu. En fait, je vais vous faire Alien, mais au lieu de prendre le temps, ce que faisait par exemple Alien Romulus pour montrer la créature, etc. Là, tout se passait en 10 minutes, tout le monde se faisait charcuter. C'était un festival de gore. Du coup, j'avais trouvé ça bien. Mais là, alors il y a du gore, hein, certes, dans Gladiator, parce qu'il est de plus en plus gore. Ridley Scott, il aime bien. Déjà dans Napoléon, il y avait des corps déchiquetés. Là, il aime bien faire ça. Je pense que c'est son côté un peu genre, je m'en fiche, je fais ce que je veux. Oui, bah il y a de ça, et pour moi, ça le raccroche aussi à une certaine forme de virilisme. Enfin voilà, genre, on est des bros, on est des hommes, on montre des corps déchiquetés. Enfin, tu vois, il y a ce côté-là, quoi. Enfin, mais en même temps, vu que ça va avec l'époque, mais là, c'est de pire, enfin, c'est de plus en plus appuyé parce que c'est gratuit, c'est inutile. Bah, c'est de plus en plus gratuit, mais c'est encore plus appuyé parce qu'en fait, le sang est fait numériquement maintenant. Ça se voit si on regarde le premier Gladiator, pardon, je me souviens encore quand il y avait des gerbes de sang, tout ça, on en voyait moins, mais c'était fait artisanalement, et du coup peut-être ça fonctionnait mieux. Et là, en fait, c'est juste un festival de laideur pendant tout le film et qui se prend en sérieux. Et c'est ça, en fait, il y a une espèce enfin, cognitivement, ça fonctionne pas. Il y a un truc qui va pas. Mais tu vois, Morgane, quand tu parles dans le Gladiator, premier du nom, d'effets artisanaux, c'est justement là, je pense, le problème des récents Ridley Scott et le problème qui se retrouve de manière édifiante dans Gladiator 2, c'est que tout fait toc, tout est archi numérique, numérisé, et ça va de la manière dont cette fameuse séquence des requins avec les bateaux dans le Colisée a été illustrée, à ces singes d'une laideur absolue dans un des premiers combats qu'il y a dans Gladiator 2 avec Paul Mescal, dans la manière dont est faite le Colisée de manière générale, dans aussi ce côté, on est en Afrique du Nord, au début, on n'y croit pas du tout. Même la manière dont Rome est représentée, enfin, je veux dire, on dirait un immense fond vert animé. Enfin, c'est assez dégueulasse, quoi, ce qu'on voit. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est vraiment de la pâtée pour chien. Carrément. Bah oui, moi ça me révolte un peu en tant que spectateur de voir ça. Enfin, je veux dire, que je vois des documentaires sur Arte ou sur YouTube, enfin je dis n'importe quoi, mais qui sont pas finement réalisés, c'est pas grave, je sais ce que je regarde un documentaire à la télé. Que je vois ça au cinéma, je me sens prise pour une cruche. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais même au-delà des effets spéciaux, je trouve qu'il réussit pas du tout son intrigue de cours. Parce que c'est ça, en fait, c'est une espèce de Game of Thrones-like pendant tout le film, et avec le personnage Ridley Scott, de Denzel Washington, j'ai perdu son nom dans le film, qui est en fait une espèce de ressucé de... comment il s'appelle, le personnage de Game of Thrones là, que tout le monde aime bien, j'ai oublié son nom aussi. Bah décidément. Celui qui Denzel Washington, c'est Macrinus. Oui, voilà. Celui qui manigance dans l'ombre et qui essaye de se placer. Alors, j'ai oublié son nom, mais tout le monde l'adorait dans la série. Alors, c'est pas le premier épisode à faire ça. En vrai, c'est Iago dans Othello, le traître. Oui, complètement. Qui essaie de s'imposer. Et aussi un peu, il y a un petit côté aussi Macbeth. Macbeth, d'ailleurs, qui était déjà joué par Denzel Washington dans le film de frères, enfin pas des frères Cohen, mais de Joel Cohen. Et c'est assez marrant de le revoir là-dedans parce que justement il apporte vraiment une dimension il est bon dans ce qu'il fait, shakespearienne par son jeu, etc. Donc en soi il est bon, mais son personnage n'est pas super intéressant parce qu'en fait t'as l'impression que c'est le génie de la ville, mais tout ce qu'il fait, tous les coups qu'il a en d'avance par rapport aux autres personnages, c'est parce que les autres, pardon, mais ils sont quand même assez stupides. Déjà ils sont stupides, en plus il est
ils sont pas si géniaux que ça ces coups d'avance parce que bah moi je les ai grillés avant et en plus enfin il appuie son génie Ridley Scott d'une manière assez bizarre. Par exemple il devine que Lucius c'est le fils de Maximus et le petit-fils de Marc Aurèle et donc le fils aussi caché de j'ai plus son nom, le personnage joué par comment elle s'appelle, Connie Nielsen. Je vais devoir t'aider, ouais. Connie Nielsen, Lucilla, voilà. Il devine parce que quand il va chez elle, il voit une statue et c'est vrai que bon, la statue, elle ressemble, donc c'est la statue de Marc Aurèle, elle ressemble à Lucius, mais en vrai, si tu t'intéresses aux statues romaines, enfin, il n'y a pas forcément, enfin, il y a beaucoup de statues qui ressemblent, qui représentaient des personnes différentes, puisqu'en fait, on n'avait pas forcément les mêmes techniques, etc. Et ça, en fait, ça permet en fait au personnage de Denzel Washington d'avoir un coup d'avance sur tout le monde et de savoir qu'en fait c'est lui le fils de un tel. Alors, pardon Morgane, j'ai pas bien compris ton argument sur les statues. Tu veux dire que les statues elles se ressemblent toutes plus ou moins dans l'Antiquité romaine? Non, je dis juste que c'était assez commun de tomber sur des statues qui se ressemblent. Enfin, je veux dire, il y a des statues, tu t'es pas obligé de savoir que un tel ressemble à un tel. Enfin, c'est pas évident avec une statue de savoir que t'es le fils de la personne qui est sur la statue. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'était pas assez clair. C'est une facilité d'écriture. Non, mais je suis d'accord. Voilà, et pour moi, les techniques n'étaient pas aussi élaborées, par exemple, pour représenter les statues. Et... En fait, les statues étaient représentées de manière très officielle, des dignitaires, empereurs, etc. Et donc, bon, il y a des traits qui se font, mais ce sont des traits qui sont améliorés et qui ne ressemblent pas forcément à ce que la personne C'est ça que je voulais dire. Merci, Julie. Pardon, je me permets de reformuler. Mais c'est comme les peintures officielles des portraits des rois de France, etc. On pense que il ressemblait à un tel, mais en vrai, surtout en France. Voilà, mais on sait qu'en vrai que c'était pas l'exacte représentation de la personne. Mais c'est d'autant plus stupide et paresseux de la part de Ridley Scott que après on apprend que le personnage joué par Denzel Washington était en fait l'esclave de Marc Aurèle. Donc pourquoi avoir fait cette scène si c'est pour nous dire que c'était l'esclave de Marc Aurèle, donc qui connaissait forcément son visage bien, oui. Et donc à ce compte-là, dès la première seconde du film où il aperçoit Paul Mescal, il est censé faire un lien parce que tu reconnais que quelqu'un est le petit-fils d'un homme que tu as servi, même si tu as servi l'homme plus âgé. Enfin bref, il y a plein de petits détails comme ça. Celui-là, c'était celui qui était le plus flagrant. Mais il y a énormément de choses, en fait, qui pour moi, montrent le je m'en foutisme de Ridley Scott, dans le sens où il a l'argent parce que ça marche. Il veut faire énormément de films et il peut les faire parce que ça marche et parce que tout le monde va les voir et nous aussi bien évidemment, mais c'est pour ça qu'il s'en fiche de plus en plus en fait. En plus c'est avéré parce qu'il y a son chef-op qui a dit que de toute façon qui travaille sur le film là, il dit de toute façon Ridley Scott sur le tournage il y avait des perches qui dépassaient etc, mais il dit on s'en fout de toute façon, voilà, on enlève tout en post-prod. Et en fait, Quelle tristesse. Ça prouve bien ce qui est devenu un peu le cinéma de Ridley Scott, c'est que les plans sont plus aussi travaillés qu'avant. Il y a moins cette notion de découpage qu'on pouvait avoir, enfin de rigueur, pardon, du découpage qu'on pouvait avoir par le passé. C'est pour ça que le découpage, parfois, je le trouve un peu genre... Enfin, on passe d'une scène à une autre, mais d'un personnage à un autre, etc. de manière... Le montage est vraiment pas bien monté. Il y a quelque chose qui fonctionne pas toujours. Il y a beaucoup d'allers-retours un peu... Enfin, il y a une sorte de statisme par moment. Les scènes de combat qui s'enchaînent d'un coup après des séquences où les personnages parlent. Enfin, c'est pas très intéressant en termes de découpage. Et d'ailleurs, c'est prouvé... Parce que ça a été dit, et c'est comme ça, je crois aussi, depuis quelques films, Ridley Scott, c'est qu'en fait, il y a une version de 4 heures qui existe. Et il fait ça à chaque fois ? Oui, en fait, il fait des films qui devraient être beaucoup plus longs, mais du coup, au remontage, ce qui fait que le film, il est déjà long, il fait au moins quasi 2h40, mais du coup, au remontage, t'as l'impression qu'il y a des pans entiers du film qui n'existent pas, mais ça se voit au final, parce que tu dis, on passe de cette scène à l'autre, mais pourquoi ? Et voilà, en fait, il y a ce côté, je torche mes films qui me dérangent et je pense que tu allais citer... Oui, alors j'allais citer l'acmé de ce je m'en foutisme total, c'est la fameuse fresque, enfin la frise qui apparaît dans la maison. En fait, c'est un poème Lucilla. de Virgile que Paul Mescal, Lucius récite après avoir rencontré pour la première fois les deux empereurs pour les intimider. Voilà. Et donc, il y a Lucilla qui reconnaît. Voilà, qui reconnaît le poème. Et alors, de mémoire, le poème de Virgile est écrit dans la maison. En anglais. En anglais. Et ça, c'est génial. Même pas... Ridley Scott... Et la post-prod, elle sert à quoi, là ? Non, mais ne même pas
prendre la peine d'écrire au mur d'une maison un poème en latin. Enfin, c'est juste pas possible. Enfin, je veux dire, ça aurait pris 5 minutes. Mais t'inquiète, il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est un coup de génie de Ridley Scott, ça montre que le mec il s'en fout et qu'en fait. C'est pour vérifier si vous étiez attentif. Mais non, même pas. Non, je suis sûr, ils disent non, mais en fait il s'en fout, c'est un punk, tu vois, tu comprends pas. Alors que pour moi, c'est vraiment de la négligence et du bâclage. Et puis moi, j'ai envie de dire, le côté qui est bien chez les punks, c'est souvent ils font des musiques qui sont pas très longues, assez énergiques, assez vénères, qui durent 3-4 minutes. Et il y a le post-punk, certes, mais Morgane, ils font pas des films. Il y a une forme de subversion. Là, il y a absolument rien de subversif. C'est ça, il y a une vraie subversion et pas un truc de vieux grincheux qui fait. Et d'ailleurs, en interview, c'est un gros grincheux, on l'a vu. Mais après, bon, ça ne me dérange pas qu'il soit grincheux dans la vraie vie, mais du coup, ça se ressent dans ces films. Et ces films, ils sont de plus en plus chiants à regarder, quoi. Enfin, voilà, moi, pour le coup, j'ai dit ce que j'avais à dire. Peut-être que tu voulais rajouter quelque chose. On ira voir Gladiator 3 ou pas, parce qu'il va certainement le faire. Ah non. Par contre, il va faire un Alien, je sais pas quel nom ça aura, mais un nouveau film Alien. Du coup, je sais pas ce qui va se passer avec la temporalité du film Alien Romulus, le film de Fede Alvarez. Est-ce qu'il va faire une suite lui aussi? Enfin, je sais pas. Pour l'instant, ça a l'air d'être bizarrement fait. Est-ce qu'on ira revoir un film de Ridley Scott tout court? Mais j'irai voir Alien parce que j'adore Alien déjà, la saga. Et puis, j'avais bien aimé Covenant, donc je lui donne encore cette chance à Ridley Scott. Allez, on n'en a pas terminé avec lui. Enfin, en tout cas, moi, je lui souhaite de faire autant de films qu'il veut, qu'il vive le plus longtemps possible, bien évidemment. On change complètement d'univers en passant au film Hérétique. Hugh Grant a 64 ans et Hugh Grant en a marre de son image d'acteur de comédie romantique so British. Principale attraction de cette Hérétique, l'ex-gendre idéal incarne ici un psychopathe terrifiant. Scott Beck et Brian Wood ont réalisé le sympathique Haunt en 2019. Tu l'as vu ? Ouais. Jamais sorti en salle, mais le film a hanté, vous l'avez, avec honte. Bravo. Toutes les plateformes possibles et inimaginables depuis 5 ans. Moi, je l'ai vu sur Amazon, mais je crois qu'il a fait, toutes les plateformes possibles. Et aussi du très oubliable. Alors, je dis très oubliable parce que moi, je ne l'ai pas vu, mais il me semble que tout le monde l'a oublié, donc je pense que ça confirme ce que je veux dire. 65, La Terre d'avant, un survival science-fiction avec Adam Driver, sorti l'année dernière, ouais. Et donc, que personne n'a vu, je crois. Je crois qu'il a bidé à mort. Passé sous la bannière d'A24, le duo a peut-être enfin trouvé chaussure à son pied. Verdict. En tout cas, il a trouvé autoroute pour sa voiture. Très drôle. Alors, pour donner l'idée de la blague, c'est que A24, de base, l'une des rumeurs du nom de la création de la marque, c'est que c'est censé être l'autoroute A24 en Italie. Bref. Oui, je trouve que c'est... Blague d'initié. Drôle de théorie, quand même. Oui, je comprends pas d'où ça sort. Oui, ça n'a pas été confirmé, d'ailleurs. J'en sais rien, je crois que c'est une légende urbaine. Si vous savez, n'hésitez pas à nous le dire. Donc verdict après le résumé de Julie. Oui, alors pour une fois, résumé concocté par Messon, parce qu'aucun résumé trouvé sur internet ne me convenait. Donc c'est l'histoire de 2 jeunes missionnaires de l'église mormone d'une petite ville du Colorado qui font du porte-à-porte dans l'espoir, bien évidemment, de convertir les habitants en leur racontant des choses sur l'apocalypse, la fin du monde, enfin tout le tralala, quoi. Il n'y a pas écrit tralala dans mon résumé. Un soir, c'est le charmant Mr. Reed qui les accueille, mais très vite, les jeunes femmes réalisent qu'elles sont tombées dans un piège que Mr. Reed leur a tendu. Et moi, je suis assez content qu'on parle de ce film, parce que c'était bien. Ouais, c'était sympa. Et finalement, on est sur un run, si on veut dire, un bon run de films d'horreur cette année, avec pas mal de films qui m'ont plu, qui t'ont plu aussi, je crois, Julie. Alors peut-être que je suis en train de devenir, Morgane, une fan de films d'horreur. Je trouve ça très inquiétant. Une horreur zouze. Et ce sera le dernier d'ailleurs dont on parlera cette année et dans Harry Caméra, vu qu'on arrêtera le podcast à la fin de l'année. Mais oui, très bon film. Je trouve justement que, comme j'ai dit, est-ce qu'ils ont trouvé chaussures à leurs pieds? Ils ont trouvé chaussures à leurs pieds, parce que par rapport au film précédent, il a complètement... parce qu'ils sont 2. Ils ont changé de tonalité. Autant Haunt, c'était un film slasher, pas forcément... qui brillait pas forcément par son intelligence, son côté un peu, on essaie de faire quelque chose de différent par rapport au genre habituel, ce qui est pas toujours un défaut, d'ailleurs c'est pour ça que le film est assez plaisant, mais voilà, c'était pas le film dont tu retenais à tout prix le nom, et il me semble que 65 c'était pas bien du tout, mais là ouais, il y a une volonté de proposer en fait un film d'horreur un peu à contre-courant, qui va pas du tout dans le côté exubérant, gore, dont on a pu parler cette année, ou même body horror, puisque c'est vachement à la mode le body horror, mine de rien. C'est vrai, c'est un revival. Ouais, complètement. Il n'y a pas
vraiment beaucoup de jumpscares, pardon. D'ailleurs, je crois qu'il y en a pas du tout, peut-être un ou deux. Bah, un ou deux. Alors bon, après, j'ai pas envie de dire, Morgane, qu'il n'y a pas du tout de jumpscare dans Hérétique. Disons qu'il n'y en a pas pour les gens qui, comme toi, sont insensibilisés aux films d'horreur parce qu'ils font que en voir. Pour moi, qui suis encore une petite âme fragile et sensible, il y a... Allez, 2-3 petits moments qui m'ont fait peur. C'est-à-dire, bon, mais ça joue sur... fait peur et jumpscare, c'est pas forcément la même chose. Moi, faire peur, je sursaute, je manque de tomber de mon canapé. Enfin, si je regarde un film devant la télé, bon, bref, ça dépend, tu vois. Non, mais en fait, là où je te rejoins, c'est qu'il n'y a pas de jumpscare à la Smile, par exemple. Mais il y a quand même quelques petits moments de frousse qui sont pour moi à l'image du film que je trouve, et c'est un compliment de ma part, pas vieillot, mais pour moi c'est un petit film d'horreur à l'ancienne assez sympathique, dans la mesure où, donc là précisément sur les moments de frousse, ça se base sur quasi exclusivement du son. Donc une porte qui claque ou qui bouge de manière un peu bizarre. Des trucs qui grincent. Ou, voilà, des choses qui grincent, ou alors... des illusions optiques, je cherchais le terme, c'est-à-dire on croit qu'il y a une créature et en fait ça va être une statue, ou alors on est effraie parce qu'on voit quelque chose d'assez repoussant et inquiétant et on a peur de ce que cette chose peut faire au personnage. Enfin voilà, tout ça pour moi ce sont des ressorts d'un autre temps et j'aime bien, ça donne une facture un peu classique au film. Mais en fait c'est un film attentiste et parce qu'au final il se passe pas grand chose, mais c'est surtout un film qui se base dans son idée même, dans son sujet même sur la croyance, et finalement ça se voit aussi à l'écran avec est-ce que ce que je vois c'est ça ou est-ce que c'est pas ça, et finalement tout le film repose sur ça parce qu'en fait c'est un jeu sur quelle est votre croyance, quelle est la croyance ultime, surtout c'est ça la religion ultime c'est un peu la question que pose le personnage de Hugh Grant aux deux prêcheuses mormones. Oui, et par rapport à ça, Morgane, je trouve que je l'ai lu a posteriori sur Hérétique, mais je trouve, et j'aime bien, que ça se voit que pour le personnage de Hugh Grant, enfin Mr. Reed, les deux réalisateurs et scénaristes pour Hérétique se sont inspirés de grands gourous, psychopathes, etc. Enfin, pour moi, ça fait aussi écho à une... j'ai pas envie de dire à une tradition, parce que bon, ce serait trop gentil, mais à une espèce de culture du serial killer, du meneur, du directeur de... Enfin, pardon, pas du directeur, mais du patron, du gourou de secte, en fait. Et là, c'est juste que Mr. Reed est un personnage dont la secte est la maison, qui est un personnage en soi. Mais il n'a pas spécialement de groupe à ses ordres. Mais pour moi, il appartient à toutes ces figures-là qui hantent depuis quasiment un siècle l'histoire américaine. Oui, puis il y a vraiment... son arme... La plus... Alors, il a une arme dans le film, mais son arme principale, c'est sa rhétorique. Et c'est là où il vient, moi je dis, s'opposer à une déception en fait. C'était le personnage de Longlegs où on nous fait tout un pataquès. Et le personnage, mais il va être impressionnant, il fait peur. Enfin, on l'entreaperçoit au bout d'un moment au début du film. Il a l'air de faire peur. Ensuite, on le revoit. Pareil, c'était le souvenir, mais on voit mieux le souvenir. Et en fait, il réapparaît dans le film. Et il a la confrontation avec le personnage de Michael Monroe, qui est décevante, où en fait ça devient une espèce de personnage de carnaval qui fait sa scène et ensuite il disparaît. Alors que là le méchant est pendant tout le film, pendant une heure et demie, et omniprésent, et c'est un manipulateur, donc il manipule les images, on va dire, et ça fonctionne bien. Et puis Hugh Grant, en fait c'est marrant parce que ça se voit vraiment que c'est Hugh Grant, quoi. C'est vraiment le Hugh Grant mais qui aurait viré méchant, et ça c'est vraiment... Enfin, ça fonctionne bien, quoi. J'étais dans mon siège, quoi. Ouais, pour moi, Morgane, ce côté de Hugh Grant qui joue pour la première fois dans un film d'horreur, alors qu'il l'a déjà fait auparavant, si j'avais bien compris, dans une série, ça fait partie d'une tendance qu'on a pas mal vue cette année, d'acteurs qui ont été ultra célèbres fin 80, début 90. C'est pareil pour Demi Moore. Début 2000 aussi. Oui, début 2000 aussi, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ils ont bénéficié pendant aller à la louche, 15-20 ans d'une aura absolument incroyable. Et comme ils ont perdu, parce qu'ils vieillissent et qu'on est quand même dans une époque d'ultra-jeunisme, ils ont perdu leur aura de séduction, en fait, ils se réincarnent à l'heure actuelle pour tous les spectateurs comme toi et moi, je suppose, qui ont une nostalgie d'un certain cinéma passé.
ils se réincarnent comme ça dans des figures monstrueuses qui viennent quelque part rappeler, je trouve, leur potentiel de séduction passée et qui viennent nous dire voilà ce qu'on est devenu aujourd'hui. C'est ma théorie. Non, mais c'est vrai que ça joue beaucoup sur leur persona. Donc j'espère qu'on reviendra au passage, dans ce même ordre d'idées, James Spader, avis aux scénaristes et aux ça existe intrigués. déjà, parce qu'il y a eu la série où il fait un tueur en série qui cartonne, et c'est son dernier truc. Mais alors moi je le connais plus le nom en plus, mais en plus il est moins beau qu'avant, le pauvre. Oui, apparemment ça joue beaucoup là-dessus. Donc, mais je l'ai pas vu, c'est une série, donc on ne regarde pas de série. Mais effectivement, t'as raison, en fait, c'est très bien écrit par les gens qui les castent, donc c'est les cinéastes, parce que tu sens que les rôles sont quasi écrits pour eux, et ça joue vraiment que la persona de ces acteurs, la persona qui sont créés au fur et à mesure des films, etc. Oui, et en sens inverse, Morgane, tu sens que ces acteurs, du coup, s'investissent énormément dans leur rôle parce qu'ils sont heureux d'avoir enfin ce genre de rôle. C'est ça, et ce qui fait qu'on arrive dans une sorte d'époque où on a des films d'horreur, mais avec des acteurs qui étaient des stars et qui sont devenus un peu has-been, et qui sont un peu... Voilà, je dis pas l'intérêt principal du film, parce qu'il y a toutes des choses intéressantes dans ces films, notamment on n'a pas encore trop parlé d'elles, mais les deux actrices aussi qui donnent la réplique à Hugh Grant sont très très bien. Oui, Sophie Thatcher et Chloé East. Ouais, c'est ça, elles sont... D'ailleurs, même l'écriture, elle est très bien, parce qu'on s'attend pas à ce qu'un tel personnage va faire ça, et il y a vraiment Enfin, tu sens que c'est un vrai film de scénariste, et c'est peut-être aussi un peu le défaut du film, puisque pour moi, au bout d'un moment, on est trop dans le... Il y a peut-être trop d'écriture, quelque part. Peut-être trop dans la rhétorique, et moi, au bout d'un moment, je trouve que le cinéma se cache un peu, se terre, il faut un peu creuser. Je dis pas, le film est très bien tourné dans la gestion de la tension, la gestion de l'espace aussi. La maison elle est assez géniale, puisqu'en fait tu te rends compte que d'abord c'est une maison, ensuite ça c'est très Barbarian, c'est l'anti-Ikea. Oui, voilà, c'est très, oui, c'est clair. C'est très Barbarian, parce qu'en fait, c'est une maison des feuilles, sinon, c'est une maison avec, en fait, tu as l'impression que la maison, elle est plus grande de ce que... Elle est justifiée, la comparaison, Morgane, avec le roman La Maison des Feuilles, parce que pour moi, c'est ça, sans le volet fantastique. Là, c'est une maison de poupée, en fait. C'est ça. Mais en grandeur nature. Hein. La maison, en fait, se révèle plus grande de ce qu'elle donnait l'impression d'être, et on ouvre une porte et on arrive dans une nouvelle scène, une nouvelle pièce qui a une autre tête. En fait, au début, c'est une maison normale. Ensuite, on a un couloir qui est très bizarre, très exigu. D'ailleurs, on se demande comment il est fait, mais après, on comprend pourquoi, parce qu'on se rend compte que dans les murs, il y a des pièces. Enfin, voilà. Et on arrive dans une sorte de bibliothèque qui est en fait qui ressemble aussi à une église, en fait. Et après, il y a la cave et tout ça est bien fait, et après il y a le fameux plan en hauteur qui joue un peu sur parce qu'il a une maquette, le personnage du Grant, sur le côté Lego de la maison, voilà, où en fait un des personnages essaie de s'enfuir, et en fait il y a un plan zénital façon le labyrinthe dans The Shining, avec le personnage qui court dedans, et en fait après ça devient une espèce de petit jouet, et voilà, et tout ça est très bien foutu et ça fonctionne bien, même si au bout de 1h10 de poudre perlimpapin, genre j'étais pris dans l'histoire, j'avais envie de voir peut-être un peu plus de choses, quelque chose de plus cinématographique peut-être, mais c'est un très bel objet qui m'a convaincu. Oui, moi je pense, Morgane, que c'est aussi un film qui a fait avec son budget, ses moyens, donc voilà, après ça reste un huis clos. J'ai bien aimé le fait que, comment dire, ça reste, mine de rien, cette maison qui est... c'est facile à dire, mais c'est un personnage à part entière du film. En fait, ça se voit que c'est une maison qui n'est pas habitée au sens propre du terme. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de salle de bain. En fait, il n'y a pas de pièce à vivre dans cette maison. D'ailleurs, on ne les voit pas, même s'il y a une tarte de myrtille, au bout d'un moment, on devine que ça s'est fait quelque part, mais on ne le voit pas. Ouais. Et d'ailleurs, elle ne se fait jamais, puisque... Enfin, je vais spoiler, mais puisque c'est une bougie au final. Non, il y en a une qui est faite, au bout d'un moment, tu te souviens pas? Oui, mais c'est la bougie qui fait cette odeur-là. Non, mais il y en a une qui est faite, tu as oublié, je crois. Il y a un personnage qui amène une tarte au bout d'un moment et qui en mange. Mais c'est une fausse tarte, c'est la bougie. non, si, je me rappelle. Ah d'accord, tu m'as fait peur. Non, t'inquiète pas. Mais donc oui, enfin, je veux dire, bon, elle peut sortir de nulle part. On ne sait même pas s'il y a un frigo dans cette maison. Enfin bref, cette maison est déshumanisée jusqu'au bout. Et j'ai trouvé ça assez fascinant parce que ça prouve aussi le lien entre la maison et la psyché du personnage principal.
Oui, c'est complètement ça. Bon, d'ailleurs, la manière dont elle est montrée, on dirait presque un cerveau. C'est assez avec des espèces de nerfs qui se rejoignent, qui sont en fait les sous-sols dans les sous-sols dans les sous-sols. Enfin, c'est assez particulier et c'est impressionnant. Et voilà. Après, c'est juste pour continuer sur le côté bémol, mais vraiment le film est bien. Hein. Mais je vais faire un comparatif. Il y a un cinéaste qui joue que j'adore, que beaucoup de gens n'aiment pas. J'ai peur que tu parles de Hong Sang-soo. Non. Ah ouf, bon ça va. Mais c'est un autre que t'aimes pas. Oh mon dieu, oh non, pas Shyamalan. Ah si, justement, pour un cinéaste qui parle de croyance et de est-ce que ce que je vois est réel ou pas, fictif. J'ai préféré Hérétique au dernier film de Shyamalan. Peut-être, voilà, je le dis. Mais pas moi. Mais par exemple, sur les mêmes principes, même de huis clos, en fait, je vais mettre aussi un peu de poudre de perlimpinpin pour te faire croire des choses. Je trouve que Shyamalan s'en sort mieux parce que c'est un grand metteur en scène de film. Je suis à 2 doigts, Morgane, de laisser ton adresse mail dans la description de ce 44e épisode de Arrêt Caméra pour les gens qui voudraient t'envoyer des réclamations. S'ils veulent, moi je peux parler de Shyamalan autant que possible, mais bon, on devrait appeler ça Arrêt Shyamalan plutôt qu'Arrêt Caméra. Mais voilà, non, c'est juste pour dire que sur des mêmes thématiques, peut-être que Shyamalan va encore plus loin aussi, ce qui explique aussi que les scénarios de ces films sont peut-être encore plus absurdes, peut-être plus problématiques en termes de suspension de crédulité. D'incrédulité, pardon. Parce qu'on est archi crédule. Oui, tu fais bien de me reprendre. Mais voilà, en tout cas, tout l'intérêt du cinéma de Shyamalan, c'est qu'en fait c'est du cinéma très visuel et je trouve que chez Scott Beck et Wood, j'ai plus le nom, Brian Wood je crois, c'est moins le cas, même si encore une fois très bon film, très bonne surprise et ça continue une année d'horreur de très bonne qualité. Oui, ça te va, on passe un gros film américain bien plus joyeux, même s'il aborde des thèmes assez sombres. Wicked. Succès planétaire du musical, 5 milliards de billets vendus à travers le monde en 2 décennies, Wicked a enfin droit à son adaptation cinématographique après des années de tergiversation. Il me semble que le film, ils doivent le faire depuis le début des années 2010, mais ça a pris son temps. Donc avec cette fois John Chu aux commandes, un spécialiste des films musicaux. Vous ne les avez peut-être pas vus, mais je vous conseille de voir Sexy Dance 2 et 3, notamment pour les numéros musicaux, pas forcément pour les scénarios qui sont des... Non mais en soi c'est des histoires un peu shakespeariennes, Roméo et Juliette très classiques, mais c'est très bien tourné. Et J'aime et les hologrammes, qui est une adaptation du manga du même nom, qui n'est pas sorti en salle en France, mais qui avait une dispo sur des plateformes, mais aussi en DVD je crois. Moi je l'avais chopé illégalement, désolé, mais très bien. Pas. Vous ne répéterez pas. Et donc, avec John Chu et surtout Ariana Grande et Cynthia Erivo au casting, 2 grandes chanteuses, le film arrive avec de sérieux arguments. Succès public et critique, du moins aux États-Unis, un peu moins en France. Figurant parmi les favoris à la prochaine cérémonie des Oscars, le film mérite-t-il cet emballement ? On en parle après le résumé de Julie. Alors, Wicked, je reviens un peu aux genèses du projet, parce que moi-même, j'ai vu Wicked, mais j'ai rien compris de base ce que c'était, à quoi ça faisait appel, ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que c'est important, parce que c'est une relecture d'un truc... oui, tu vas en c'est parler, ça. Mais... Non, mais c'est ce que j'allais dire. Donc, pour les gens qui ne savent pas, Wicked raconte au pays du magicien d'Oz l'histoire de 2 femmes, Glinda, jeune, belle et populaire, et Elphaba, pointée du doigt sans arrêt pour sa peau à la couleur verte. De ce que j'ai compris, ça se passe quelques années avant l'histoire du magicien d'Oz telle qu'elle est montrée avec Judy Garland. Avant l'arrivée de Dorothy, ouais, c'est ça. Voilà, donc ça va, j'ai bien suivi. Donc, Glinda et Elphaba vont d'abord copieusement se détester avant que Glinda ne devienne un soutien indéfectible de Elphaba, reconnu pour ses pouvoirs magiques extraordinaires que le magicien d'Oz voit d'un très bon œil. Julie, je crois qu'avec Enfin, je sais pas si tu l'as d'ailleurs chopé quelque part, ton résumé. Non, je l'ai écrit moi-même là aussi parce que pour cet épisode, j'ai vraiment décidé de bosser. Si vous cherchez à avoir quelqu'un qui pitch vos films, n'hésitez pas à demander à Julie, elle le fera payer par contre. Mais non, c'est très bien dit parce qu'en fait, tu as pointé du doigt quelque chose qui est important dans le film, c'est qu'en fait, pourquoi faire cette... Alors, il faut savoir que c'est un livre qui a été écrit
en 1900, Le Magicien d'Oz, qui est devenu un truc super important aux États-Unis. En France, c'est pas du tout le cas, mais oui, c'est marrant que ça n'ait pas pris en France. En fait, chez nous, c'est connu parce qu'il y a le film avec Judy Garland de 1936, qui est de Victor Fleming, qui est canon. C'est 1936 ou 1939, je sais plus, mais tu vois, je peux pas m'empêcher. Alors, je fais une aparté, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'une histoire comme Le Magicien d'Oz n'a pas spécialement prise en France, parce qu'on a déjà des contes qui datent de perpète. On a les frères Grimm, on a. Alors, je sais que les frères Grimm, c'est pas français, mais ce que je veux dire, c'est que les frères Grimm, ça partage. Ça fait partie du folklore européen, tu vois. Ça partage des choses avec les Charles Perrault. Il y a des trucs en commun. Voilà. Et on a aussi d'autres contes comme. Alors, c'est horrible. J'ai honte. Je me rappelle plus de l'autrice, parce que c'est une autrice comme La Belle et la Bête, qui est un conte français. Vous chercherez l'auteur de La Belle et la Bête. Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà quelque part nos univers à nous, notre merveilleux, ce qui constitue le merveilleux chez nous. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas spécialement pris Le Magicien d'Oz. Surtout que Magicien d'Oz, c'est très représentatif de ce qu'est l'American Gothic, comme on dit, et avec de sorcières, mais très dans l'américaine, les chapeaux pointus, etc. Le Midwest aussi, parce qu'en fait, ça ressemble au Midwest, la campagne américaine, etc. Enfin, c'est très imprégné de ça, donc effectivement, nous, on s'en rend pas compte, mais le bouquin est lu très jeune, en fait. Enfin, par les très jeunes, très tôt. Et il y a eu des dizaines peut-être d'adaptations, que ce soit en film, en série, en dessin animé aussi, au théâtre. Et donc il y a eu une réinterprétation de l'histoire de Magicien d'Oz, mais du côté de la perdante, la méchante, la méchante sorcière de l'Ouest. Elphaba, il lui a trouvé un nom, mais il me semble qu'elle a pas de nom dans le bouquin principal de base. Et en fait, pourquoi faire ça en fait, c'est tout simplement parce que il a voulu en fait traiter de thématiques beaucoup plus peut-être profondes, on va dire, que le livre pour enfants qui était de base de Magicien d'Oz, à travers donc ce personnage, donc de racisme, de fascisme, de populisme, etc., de plein de trucs. Et que le film Weekend ne passe pas du tout sous silence, bien au contraire. Parce qu'en fait, après, c'est au cœur du film. Le film est une adaptation surtout du musical, qui est déjà une très bonne adaptation, je crois, je l'ai pas vu le musical, du bouquin. Et en fait, apparemment, c'est très fidèle. Alors, le musical n'est pas aussi long que Wicked, parce qu'en fait, c'est Wicked part 1, on l'a pas dit, on aurait dû le dire. Oui, en fait, il y a deux films, et justement, je voulais y revenir là-dessus, Morgane. Pour moi, c'est peut-être, avec la photo du film sur laquelle on reviendra, c'est peut-être le principal défaut de Wicked, c'est que je trouve que c'est trop étiré. C'est ça. C'est-à-dire que pour moi, alors je comprends parce que ça rapporte de l'argent, donc on fait deux films. Le premier, un succès monstrueux. Le deuxième, il est déjà tourné, il est plié, il va être sorti dans pas trop longtemps. Il va y avoir un succès monstrueux. Bref, tout ça va faire beaucoup d'argent, donc je comprends. Mais, indépendamment de toute considération financière, je pense que le film aurait gagné à n'être qu'un seul film et pas un Wicked 1 et un Wicked 2, parce que l'histoire et même la manière dont le film est exécuté traîne énormément en longueur, et il y a des moments où c'est trop long, indépendamment de la qualité des numéros musicaux qui sont très bien. Surtout le problème, c'est que tu as toute la partie à l'école qui fait très peut-être Harry Potter, même si ça date d'avant Harry Potter en soi, les réécritures de Magicien d'Oz. Mais disons que c'est bien pour les gens qui sont un peu frustrés par rapport à Harry Potter et qui veulent passer à autre chose. Ouais, ça, t'as au moins le scénario qui patauge pendant plus d'une heure. Alors, je dis ça patauge, en soi, il y a des très bons numéros à ce moment-là, mais c'est vrai que le scénario est aussi un peu fin. Tout ce qui est hors des numéros musicaux, les discussions entre Elphaba et Glinda, etc., c'est très bien, mais en fait, tu l'as déjà au niveau des chansons, et en fait, tu le redoubles par les dialogues et les images. Enfin, je pense que c'est un peu une forêt noire, comme c'est un gâteau que j'aime pas, c'est trop lourd. C'est ça, c'est un peu too much, mais ce qui fait qu'en fait, ça fonctionne mieux quand ça passe par les sentiments, l'histoire, elle avance par la musique plutôt que par ce qui se passe à côté. Tout n'est pas raté, évidemment, dans ces passages-là non plus, mais voilà, je pense que... Et même de manière générale, Morgane, tu seras peut-être d'accord avec moi, le film, je le trouve pas spécialement raté non plus. Ah non, pas du tout, le film est bien, moi je trouve qu'il est plutôt bien, alors sans dire que j'ai beaucoup aimé, mais pour le coup, c'est une bonne surprise, parce que toi et moi, on y allait avec des réticences. De base, on voulait même pas aller le voir, moi je me rappelle, j'en avais absolument pas envie. C'est le marketing, tout ça, t'as l'impression d'aller voir une espèce de gros truc sucré comme un gâteau, avec plein de nappage, voilà, t'as pas forcément envie de le manger, quoi. Il y a un autre aspect qui rentre en ligne de mire, Morgane, c'est que je pense que je suis influencée par ça, même si ça a toujours été le cas, parce que c'est un argument qui revient souvent chez les spectateurs qui veulent pas voir des films comme Wicked ou comme Wonka. Tu vas voir très vite où je vais en venir, et je pense que tu as deviné. C'est une comédie musicale. Voilà, et en fait, je pense qu'on est nombreux
à se dire et même à affirmer qu'on n'aime pas les comédies musicales. Moi, j'aime pas les comédies musicales. Non, en fait, c'est vrai qu'en France... la plupart des gens, en France, disent plus qu'ils n'aiment pas les comédies musicales qu'ils aiment les comédies musicales. Mais on n'est pas un pays de comédie musicale, en fait. C'est vrai. Il y a une espèce de... en fait, même si on en a très bonnes. Hein. En fait, c'est ça le truc qui est marrant, c'est qu'il y a une espèce de mystification à cause de Jacques Demy, qui dans les années 60 a réalisé des comédies musicales qui font partie des meilleures comédies musicales de tous les temps et qui ont en fait été inspirées par les comédies musicales américaines. Donc en fait c'est ça le truc. Alors là je parle de cinéma, évidemment il y a eu des théâtres musicaux en France, etc. Mais il n'y a pas une scène du musical comme peut y avoir aux États-Unis. Il n'y a pas Broadway en France quoi. Donc. Mais d'ailleurs Morgane, on le constate parce que là juste avant de faire le 44e épisode d'Arrêt Caméra, je t'ai parlé des chiffres du box-office. Et Wicked en France, c'est pas des chiffres énormes, mais pour l'instant, c'est plus de 250 000 entrées, mais c'est pas démentiel pour un aussi gros film que ça. Le film, il cartonne de ouf, on va dire, dans le monde, surtout aux États-Unis et en Angleterre. Et je pense qu'en France, il va difficilement atteindre le million. Il va peut-être faire 1 million, mais pas forcément beaucoup plus, qui paraît étrange pour un film de cette... En plus avec Ariana Grande, qui est une star mondiale. Mais voilà, le public les comédies musicales en France, c'est pas forcément aussi passionné qu'on peut le penser. Et puis en ce moment, il faut aussi dire... Lui, on n'ira pas le voir, qu'il y a Vaiana, pardon, j'ai rien à le prononcer. C'est pas forcément le même public. Je pense que ça aurait pu l'être. En fait, je pense que des familles auraient pu emmener leurs enfants voir un film pour enfants et qu'entre un dessin animé Disney et une comédie musicale qui est pas Disney mais juste une comédie musicale avec 2 sorcières, tu vas voir le dessin animé Disney, donc tu vas pas voir Wicked. Je pense aussi qu'ils ont pas envie d'aller voir un film de 2h40 avec leurs enfants Voilà. Et je pense qu'ils auront envie de déchanter devant Wicked en voyant que en fait ça raconte des choses qui sont pas forcément très évidentes pour des enfants à capter de prime abord. Moi je pense que des enfants sont parfaitement en mesure et capables de saisir le propos et les enjeux du film. Je pense que c'est d'ailleurs un film qui, s'il est vu avec des enfants, on peut en discuter après la séance et que ça peut mener à des discussions constructives. Maintenant, je sais comment les parents fonctionnent et je pense effectivement qu'il y en a beaucoup qui voudraient pas montrer ça à leurs enfants. Ce que je trouve extrêmement dommage. Oui, et puis après, moi, je pense aussi il y a une espèce de... Dis le fond de ton pensée. Non, mais je pense que le public masculin ne veut pas forcément aller voir ce genre de film. Bien évidemment, parce que pour le public masculin, encore plus que pour moi, ce que j'ai dit, moi, quand je dis je n'aime pas les comédies musicales, c'est que c'est pas spécialement mon truc, mais le public masculin qui dit je n'aime pas les comédies musicales, on sait très bien qu'il dit je n'aime pas les comédies musicales parce que c'est un truc de fille et que moi, je suis un homme. T'as tout dit. Donc c'est un blockbuster. Non mais c'est vrai. C'était déjà le cas avec Barbie en soi, mais bon, Barbie c'est autre chose, c'est iconique. En fait, Barbie ça a été un peu une anomalie parce que Barbie a tout raflé sur son passage et au début, moi je me rappelle, on avait fait l'avant-première, toi et moi Morgane, c'était la première fois que je voyais une salle quasi majoritairement remplie que de femmes, jeunes filles, peu importe. Et donc, au bout d'un moment, si tu veux, les hommes y sont allés parce que ça aurait fait bizarre qu'ils sachent pas de quoi ça parle. Mais là, il y aura pas comme ça cette lame de fond. C'est pas Barbie, voilà. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis Ariana Grande, oui, elle est connue en France, mais elle est surtout connue aux États-Unis. Cynthia Erivo, personne ne sait qui c'est. Non, personne ne sait qui c'est, alors qu'elle est excellente dans le film. Elle est excellente. Même Ariana Grande est excellente. Ah oui, alors à ma grande très bien surprise, joué. Alors on sait qu'elle a commencé chez Nickelodeon quand elle était plus jeune, mais bon, il y a un monde entre ce qu'elle faisait chez Nickelodeon en tant qu'enfant star et l'actrice d'un blockbuster américain de ce genre. Le prince charmant de Wicked, c'est encore pire, c'est Jonathan Bailey. Il est un des rôles principaux de la série sur Netflix La Chronique des Bridgerton, qui est encore estampillé production pour filles. Filles, oui. Donc voilà, je veux dire, tout ça réuni fait que je vois mal des hommes hétérosexuels se précipiter pour aller voir Wicked. Voilà, mais là on essaie de parler du succès du film, mais parlons plus du film. Juste, oui, on en a quand même pas mal parlé à travers nos différentes tout ce qu'on a dit. Mais le film en lui-même, donc oui, tu me l'as dit d'ailleurs, je l'ai appris là il y a
une demi-heure avant qu'on commence, tu m'as dit qu'ils ont tourné, et ça fait sens, mais les séquences musicales en direct, vraiment à l'ancienne. Ouais, en fait, c'est un film qui est exigeant, je trouve, ça fait plaisir. Et ça se voit pas comme Ridley Scott. C'est ça la grande force du film, finalement, qui fait que le film est bien, c'est que il y a un côté too much, gros pudding, etc. Mais ça marche parce qu'en fait, tout est bien filmé, parce qu'il sait très bien gérer l'espace, il sait très bien cadré, filmer des gens qui sont nombreux, qui dansent ça, il n'y a pas de problème de montage, tout est bien, tout est raccord, tout est nickel. Alors peut-être qu'il y a peut-être un ou deux trucs qui vont pas, mais moi je l'ai pas vu, donc voilà, ça a bien fonctionné. Et c'est surtout que voilà, il fait ça comme des grandes comédies musicales d'antan. Et prends-en de la graine, Jacques Audiard, quand tu fais Emilia Pérez, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a des scènes musicales qui sont archi-cutées, où tu comprends rien de ce qui se passe, à part peut-être une scène, mais une séquence musicale. Mais voilà, le problème d'Emilia Pérez, c'est que Jacques Audiard l'a filmé comme s'il filmait un film de gangster, alors que c'est une comédie musicale. Enfin, tu peux pas. Et pourquoi pas? Mais c'est pas un bon film de gangster, voilà. Oui, c'est ça, parce que une action, il faut qu'elle soit lisible, et là, elle ne l'était pas. Et moi, c'est ça que j'ai aimé dans Wicked, c'est que je trouve c'est un film... C'est bizarre de parler de cette manière-là pour un film à gros budget, avec des grosses stars, etc. C'est que c'est un film, je trouve, assez honnête dans sa manière d'être fait. Moi, ça m'a fait halluciner, et quelque part, ça m'émeut de me dire que tous les champs de tulipes qu'on voit dans Wicked, c'est des vraies tulipes. Enfin, je me dis, ils se sont embêtés à planter autant de tulipes, rien que pour la beauté et la magie du cinéma. Mais comment tu veux pas, Morgane, avoir ne serait-ce qu'un peu d'affection pour les gens qui ont fait ça, pour l'écran, pour le grand écran, pour nous. Enfin, moi, ça me touche. C'est assez paradoxal, parce que c'est un film qui fait très film fond vert, parce qu'il y en a beaucoup dans le film. Et en même temps, il y a aussi une reconstitution de l'école, une reconstitution de certains décors du film. Et ça se ressent. Et ça se voit que c'est un gros film de studio, comme on pouvait faire dans le cinéma classique des années 50-60, à l'aube des années 2020, avec le CGI, la lumière qui est pas non plus ouf. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut croire que le film a un côté... est très artificiel dans ses décors, alors qu'il ne l'est pas. Pour moi, c'est justement à cause de cette lumière et de la photo du film qui est vraiment son principal défaut. C'est dommage que ce soit aussi plat. Ça manque de... forcément, quand on voit Wicked, et j'ai vu pas mal de gens en parler sur les réseaux sociaux, et je trouve qu'ils ont eu raison de faire ces comparaisons-là, Morgane, c'est que quand tu vois des films en Technicolor et quand tu vois des Wicked, ça fait pas lichon à côté. Voilà. Et je trouve que le film est vraiment desservi par son travail de la lumière, parce que si ça avait été mieux fait à ce niveau, on aurait mieux vu tout le travail qui a été fait des décorateurs dans les studios, tous les bâtiments, etc. Enfin, j'ai lu quand même qu'il y avait des décors, des vrais en dur, qui mesuraient 15 mètres de haut. Enfin, je veux dire, ça a dû être des sacrés chantiers, quoi. Et c'est dommage, ça passe un peu à l'as, on s'en rend pas bien compte, on s'en rend pas suffisamment compte. Ouais, non, mais c'est ça, et c'est dommage, parce que je pense, moi, que c'est au fond pas un problème de photo, mais un vrai problème d'étalonnage. Je pense qu'il y a eu un filtre appliqué au film qui fait que peu importe les scènes, qu'elles se passent de nuit, de jour, même lumière éclatante, dans un intérieur, en extérieur, t'as plus ou moins tout le temps la même qualité de lumière, ce qui est pas normal dans un film. Normalement, t'es censé avoir des variations. Il y a des variations. Et là, non. Ça fait très Netflix, en vrai. Voilà. Et aussi Marvel. Et même encore, si c'est mieux. Morgane, nous, on l'a vu, alors qu'on a tendance à avoir des films dans des salles pâtées. Je n'ose même pas imaginer dans des salles, avec des écrans de moins de qualité. Ça doit être affreux. Et quand le film va sortir et qu'il sera disponible pour être vu à la télévision, ce sera vraiment compliqué, à mon avis. Ouais. Alors, en tout cas, moi, j'ai bien aimé le film. Je l'ai aussi. Et j'ai envie de voir Wicked partout, en fait. Sachant que dans la partie 2, c'est censé se passer en même temps que les événements du Magicien d'Oz. On ira la voir, la 2. Oui, bien sûr. On n'en parlera pas ici, mais on en parlera ailleurs. Avec Dorothy, pardon, qui arrive dans le monde d'Oz et qui intervient. Et en fait, du coup, ça permet de temporaliser le film en même temps que la vraie histoire du principal. Et je suis curieux de voir comment ça va se passer. Les gens qui ont vu le musical le savent déjà, mais voilà, moi, je ne suis pas fan de musical sur scène, mais j'aime beaucoup le cinéma, la manière dont la caméra filme les scènes musicales, et du coup je suis curieux. Oui, et puis non, juste j'allais dire, je voulais revenir sur le volet politique, Morgane, du film. Oui, on l'a un peu survolé, c'est vrai. Oui, on l'a un peu survolé, mais juste pour dire que voilà, la manière dont le racisme est abordé dans Wicked, j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire beaucoup d'ironie mordante, de cynisme,
à la fois de moquerie envers les personnages qui en sont les principaux instigateurs. Le fait que le film aussi, finalement, choisisse de se concentrer sur Elphaba et sur ses perceptions, son ressenti, ça m'a beaucoup plu. Qu'il en fasse pas du tout une victime, mais un personnage fort. Enfin, je veux dire... c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que c'est un film woke, alors qu'en vrai, ça a été écrit le livre avant le wokisme. Bien sûr. Et en fait, non, c'est juste ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire des films politiques qui parlent de racisme. Ça date pas de 2019-2020, le wokisme. Je suis désolée, mais il y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas de wokisme ou quoi que ce soit, dans la mesure où c'est pas un film... qui, par exemple, va faire des discours absolument mielleux, hypocrites et sirupeux sur des appels à la tolérance, parce qu'on est dans un univers... Je crois que tu parles d'un film dont on va bientôt parler, d'ailleurs. Oh mon Dieu, j'ai très peur. Non, mais je veux dire, dans Weekend, en fait, on ne dit pas « le racisme est mal », on dit... Qu'est-ce que dit le film ? Le film dit « le racisme existe, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le racisme ne nous mette pas en danger ?» collectivement. C'est de ça dont parle le film. Et par extension, comme il parle de ça, il parle aussi de fascisme et d'à quel point... la manipulation des masses. Voilà, la manipulation des masses, tu l'as dit, mais la manière aussi dont je trouve les politiques sont capables de sacrifier des catégories entières de population rien que pour arriver à leur fin, qui sont mues par des motifs égoïstes. Et je trouve que le film... en tant que comédie musicale, a quand même l'audace d'aborder ça, alors que par rapport à la comédie musicale, il aurait pu dire non, ça on le laisse de côté parce que c'est pas assez commercial. C'est des choix qui ont été faits par le passé. Oui, parce qu'effectivement, ça a beaucoup plus d'impact financier, vu qu'un film, ça coûte 300 millions de dollars à produire de cette tête-là, alors qu'un musical, ça coûte de l'argent, mais tu divises ça par... C'est pas les mêmes proportions 350 millions. Donc là, voilà, le film, il y va. Le film, il assoit son discours. Il n'a pas honte de ce qu'il est. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est bien qu'ils aient pas fait de compromis par rapport au musical. Ouais, c'est ça qui est bien. Voilà, on a presque fini. On va passer à notre film préféré de la semaine. Je rigole. Conclave de Edouard Berger. Le nom d'Edvard Berger, qu'on a choisi avec Morgane d'appeler Berger parce que c'est un réalisateur allemand, ne vous dira peut-être rien. Oui, vraiment, je l'appelle Berger depuis le début de l'épisode. Mais... comme Michel. Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi ? Bref. D'ailleurs, comme l'allemand, d'ailleurs, berger allemand, pardon, c'était nul. Comme le berger allemand, t'es sérieux ? Edouard berger allemand. Non, moi j'ai trouvé ça excellent. Je rigolerai, mais après l'épisode, voilà. Morgane. Donc je disais, le nom d'Edvard Berger ne vous dira peut-être rien, tant les réalisateurs allemands encore vivants connus ne sont plus très nombreux, mais il est le réalisateur du fameux À l'Ouest, rien de nouveau, qu'on n'a pas vu, mais qui était sur Netflix en 2022 et qui a gagné pas moins de 4 Oscars en 2023. Il a tout raflé, et je dis pas ça parce que c'est l'Allemagne, dont celui du meilleur film étranger pour l'Allemagne. Humour désastreux. Auréolé de ce soudain succès, Edvard Berger revient au cinéma avec un sujet totalement différent pour Conclave, qui, à l'instar de son prédécesseur, risque bien de faire mouche dans la saison des prix qui récompense les films qui s'annoncent aux États-Unis. Plébiscite mérité ou film anecdotique, on en parle juste après... Mon résumé. Voilà, Maureen. Alors, le résumé, je dis, quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur, un conclave. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, mais serait-ce Game of Thrones, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde. Donc c'est le résumé, Morgane, était aussi laborieux que ce conclave. Alors moi, je suis atrocement déçue. Alors, faut savoir que Julie, on voit le film, la bande-annonce passer sur, je sais plus avant quel film. Elle me dit, ah ouais, moi j'ai trop envie de le voir. Moi je fais, ah ouais, non, ça a l'air nul. Et je pense que j'avais raison depuis le début. Non, mais attends, encore faut-il préciser pourquoi j'avais très envie de le voir. Bon, moi déjà, je suis un peu catocore. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est catocore, donc c'est joli corps. Non, mais voilà, c'est-à-dire que bon, dès qu'on parle de religion, d'église, il y a des nonnes, il y a des papes, il y a des cardinaux, des archevêques, enfin tout ce qu'on veut. Bon, pas les choses un peu trop graves du type pédophilie dans l'église et tout. Bon, ça, voilà, c'est tellement grave dans le réel que j'ai pas envie de le voir au cinéma, enfin, je peux pas.
Mais bref, j'aime bien tout ce qui est, disons, autour de la liturgie chrétienne. L'imagerie chrétienne, voilà. L'imaginaire chrétien, si on peut parler d'imaginaire. Voilà, donc là, bon, tu me dis, un film sur la manière dont les conclaves sont faits, je te dis, banco, j'ai envie de le voir, ça a l'air sympa, il y a des intrigues, enfin, vraiment, ça me fait envie. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été déçue. C'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi, ma parole. Enfin, En fait, c'est le scénario, quoi. Enfin, genre, non, mais voilà. Alors, le scénario n'est pas bien, mais l'exécution du film n'est pas bien non plus. Les plats tout sommaires, quoi. Voilà, je veux dire, c'est pas... Oui, voilà, je devrais pas dire c'est l'illustration d'un scénario qui est nul, en fait. Mais je veux d'abord me pencher sur le scénario, parce que le vrai problème du film, c'est son scénario. Et en fait, il faut savoir que c'est une adaptation. Donc, oui, alors tu m'apprends un truc, tu vois, j'ai même pas cherché et je me suis dit... Je t'en ai parlé tout à l'heure, non ? Oui. oui, mais t'as rien écouté. Mais j'ai parlé dans le vide. J'étais en train de préparer le podcast. Bon, mais il y a eu la fumée noire, là. Voilà. Mais non, mais le scénario est l'adaptation d'un roman, et je veux si, oui, tu m'as dit Lawrence, oui, c'est ça. Voilà. Enfin, oui, parce que il y a ils ont changé les noms et tout. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que le personnage... En fait, j'ai l'impression que c'est la seule différence entre le scénario de Conclave et le livre qui a été adapté, c'est que dans le livre, donc le personnage du cardinal Lawrence dans Conclave, c'est un Italien qui porte je ne sais plus quel nom, bref, mais c'est un Italien, il s'appelle pas Lawrence, quoi. Et voilà, dans le livre, il s'appelle Lomélie. L'homélie, pardon. Mais... C'est très drôle. C'est très drôle. Je suis en train de rigoler toute seule de mes blagues. C'est terrible. Non, mais je sais pas si c'est fait exprès par l'auteur du livre, mais en fait, je pense qu'il. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est hilarant. Alors remarque, s'il est italien, l'homélie, ça se dit pas pareil en italien. Mais oui, pense. Bah du coup, moi, je trouve ça très drôle en tant que française. Donc bref, dans le livre, il s'appelle Lomélie, et dans le film, il s'appelle Laurence. Bon, tout ça, on s'en fiche. C'était juste pour on a passé du une minute détail. pour expliquer ça. Je suis désolée. Non mais. Alors, donc voilà, donc c'est une adaptation d'un auteur que je n'ai jamais lu. Alors mais vous ne voyez pas Julie, mais elle est en train de faire un signe des mains comme si elle était italienne et qui faisait voilà, la pasta. Voilà, qui signifie à la fois la révolte italienne, mais aussi l'enthousiasme italien. Voilà. Enfin, très italien. Pardon, je t'ai coupé, mais vas-y, continue. Non, mais j'allais dire, c'est l'adaptation du thriller éponyme Conclave, qui a été écrit par un certain Robert Harris, qui apparemment est très connu. Enfin, je veux dire, il a écrit pas mal de succès. Moi, je connais pas et je n'ai pas envie de connaître vu le scénario. Et en fait, c'est le monsieur qui a écrit aussi d'autres livres qui ont été adaptés en dehors de Conclave. Il a écrit Enigma, il a écrit The Ghostwriter, il a écrit... The Ghostwriter. Mais oui. Wow. Attends, mais Morgane, c'est pas terminé. Il a écrit J'accuse, qui a été adapté par Polanski. Donc là, je découvre que J'accuse était l'adaptation d'un roman. Alors moi, je pensais que c'était l'adaptation du cas de... Parce qu'on est trop cultivé, Morgane. Et il a aussi écrit L'étau de Munich. Il y a un film dessus. Bah, je découvre. C'est un film allemand. Donc voilà, donc ce fameux Robert Harris qui écrit des romans, je me rends compte que non seulement il a écrit des romans pour des films qui ont été adaptés que j'ai trouvé un peu mid, sauf Ghostwriter à la limite, mais ouais, bref. encore, c'est pas... Oui, non, mais voilà. Mais alors Conclave, enfin, Robert Harris, je ne sais pas quelle nationalité il a, mais britannique, je pense, un truc du genre. Bah, je ne sais pas, mais ce monsieur n'a strictement rien compris au catholicisme. Je suis affligée, je suis outrée. Ben voilà, c'est un Britannique. Ben ça m'étonne pas. C'est des anglicans. Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent au catholicisme, ces gens-là? Oui, bah c'est vrai que Julie, qui s'y connaît un peu, elle était outrée pendant tout le film. Non, mais c'était un scandale. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de... En fait, j'ai pas envie de revenir sur des choses de l'ordre de historiquement, c'est pas exact, on s'en fichait du cinéma. Enfin, je veux dire, il y aurait pu avoir une calèche au beau milieu du conclave, peu importe. C'est pas la question. En fait, c'est juste que... il y aurait pu avoir un transsexuel, on aurait... Ah mince, il y en a un dans le film. Oui, non, mais... non, mais ça, intersexe. Oui, pardon, excuse-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sort dans... J'espère que vous avez vu le film, d'ailleurs, parce que je l'ai spoilé à mort, là. Mais c'est quand même un twist de fin qui genre... Non, mais pourquoi, en fait, pourquoi tu fais de ça un twist dans le film? Enfin, je veux dire, non, mais c'est pour ça que vraiment ce film m'énerve, c'est qu'en matière d'écriture et de scénario, moi, je veux bien que ce ne soit pas cohérent d'un point de vue historique. Je veux bien qu'on ne respecte pas certaines choses par rapport à la religion catholique. Pourquoi pas? C'est juste que si on y réfléchit bien, enfin, on est dans le film, on se dit, allons, là c'est fantaisiste. C'est-à-dire, pourquoi
Edward Berger montre des choses auxquelles on peut pas croire, on n'y croit pas une seule seconde. Ils sont tous ridicules. Que ce soit du cardinal qui fait que vapoter, qui est une espèce de sous-Donald Trump parmi les autres cardinaux, que ce soit un cardinal anglais, Lawrence, qui soit personnage principal, comme s'il y avait 36 cardinaux anglais, alors que, je veux dire, encore une fois, c'est l'église anglicane. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Ou alors, encore mieux, parce que bon, là, je pinaille, je fais du détail, mais encore mieux. Quand même, le début du film, on nous raconte qu'un cardinal mexicain qui est passé par la RDC et qui est à Kaboul. Et désormais à Kaboul, en Afghanistan, se ramène à leur conclave alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui. Et même, il arrive tranquille. Mais oui, tranquille. Genre, tu sais pas comment il a fait pour aller en Afghanistan. D'ailleurs, il dit il se cache, mais comment en fait Comment il a fait pour en sortir? Comment il a fait pour arriver là? En fait, ils auraient dû faire un film sur comment le cardinal à Kaboul et pas le conclave, on s'en fiche parce que c'est nul, mais je demandais à voir. Moi, ce qui me pose vraiment problème avec Conclave, c'est le côté complètement fantaisiste de ce film. On n'y croit pas une seule seconde. Tout est tiré par les cheveux, tout est télescopé. C'est quand même un con pour un thriller. Hein. Moi, je me suis sentie prise pour une demeurée devant ce film. Enfin, je veux dire, à quel moment je peux y croire? Alors, on va me dire, oui, mais c'est parce que tu t'y connais un peu en matière de religion catholique. Non, pas du tout. Moi, je m'y connais moins que toi. Bah, et tu t'es pas senti pris pour un imbécile? Si, déjà, le film, je pense qu'il est super intelligent avec des méga twists, mais en fait, j'ai tout grillé. Le film se prend vraiment pour d'une intelligence rare. Enfin, c'est affligeant. Et même le twist final, donc que j'ai grillé à des kilomètres. Que j'ai méchamment spoilé, désolé. Je l'avais grillé. Enfin, je me suis dit, mais, à mon avis, ce serait pas quelqu'un en fait qui cache quelque chose qui pourrait être idéologiquement, selon la religion catholique, poser problème, surtout après avoir fait son speech sur la tolérance, tout ça, etc. Parce qu'en fait, tout le film, le projet de mise en scène du film, qui est quand même le projet principal du film, c'est une succession de plaidoiries. Alors, ça se prend pour un film de procès, mais c'est pas du tout fait comme ça peut être fait dans des très bons films de plaidoiries. Oui, mais ça y ressemble, c'est vrai. Mais sauf qu'en fait, le problème, c'est que là, les plaidoiries, c'est des speeches de lycéens qui font des speeches sur la tolérance, etc. Et ça te cale ça, en fait, ça dure 2 minutes, des monologues. Il y a un côté très théâtral, mais mauvais théâtre, tu vois. Notamment en gestion de l'espace par la caméra. Alors oui, il y a des moments où il fait des plans zénithaux où on voit des prêtres avancer sous la pluie avec au ralenti avec des parapluies, avec un jeu de couleurs, et il y en a un qui a pas de parapluie et waouh, c'est trop one perfect shot, enfin je sais pas quoi. Ok, ça, mais ça c'est déjà pour moi, je trouve pas ça très beau, mais je peux comprendre que ça fasse ça donne envie, ça passionne certaines personnes, mais ça c'est genre 3 plans dans le film. Le reste c'est que des espèces, comme j'ai dit, des moments avec des monologues, quelques dialogues, mais surtout pas mal de monologues qui sont là en fait pour dire waouh, la personne elle a monopolisé la parole pendant 4 minutes, c'est vraiment de l'acting de malade. Oscar. Et d'ailleurs c'est sûrement ce qui va se passer pour le personnage pour Isabella Rossellini, pour le personnage qu'elle incarne de nonne qui fait une espèce de speech, mais en fait on a survendu sur les réseaux sociaux quand même pour dire c'est vraiment le rôle de sa vie. Non, mais c'est un film de poseur. Isabella Rossellini, c'est surtout pas ça le rôle de sa vie. Genre, revoyez Blue Velvet au moins, enfin je sais pas, c'est rien à voir. Et son truc est nul, ça dure 2 minutes. Au moins, on envoie un taquet en fait aux prêtres parce qu'ils font que de s'engueuler entre eux pour leur dire que vous vous comportez comme des gamins. Ok, je comprends, c'est cool de voir ça, mais pourquoi en faire des caisses? Non, mais en matière de discours, en fait, le film est assez affligeant et vraiment, moi, j'ai eu l'impression d'être à un bal des crétins. Enfin, je suis désolée si des gens ont aimé le film pour son aspect thriller, mais le thriller est mauvais. Ouais, on va y revenir là-dessus, mais juste au niveau de la qualité, de la complexité et de la richesse des discours, enfin, ces 3 caractéristiques-là, elles en sont complètement absentes des discours dans le film. Enfin, je veux dire, on a Isabella Rossellini qui vient chialer limite en direct à dire « Oui, je sais que vous n'écoutez pas les femmes. » Non, mais sérieusement, tu crois que tu peux dire ça à des cardinaux et qu'ils vont te considérer... Mais en plus, c'est que des... On n'y croit pas. C'est que des statements, comme on dit, voilà. écrits pour en faire... c'est pas du tout crédible, en fait. On a un gars qui débarque, il fait un discours de 3 minutes et il est élu pape alors qu'on le connaissait pas 24 heures avant. Qui croit ça? Enfin, qui croit ça? Je veux dire, c'est n'importe quoi. Moi, je veux... Enfin,
Et après, on dit que Trapp, c'est pas réaliste. Non, oui, non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire. Non, et on va te dire que Conclave, c'est génial et il faut qu'il ait l'Oscar. Je veux bien qu'il y ait des libertés, mais vraiment, enfin, là, c'est pas possible. En fait, ça se voit, je sais pas, ça se voit que c'est de la mauvaise littérature qui a été adaptée à l'écran pour son aspect thriller. Et là, c'est en fait à ce niveau que la mise en scène aurait pu jouer. Et on aurait pu se dire, bon, ce n'est pas crédible, mais l'aspect thriller est quand même bien géré, bien amené. Il y a une espèce de tout qui se forme sous nos yeux. Et c'est pas tendu. Non. Et déjà, alors pour une des raisons principales là-dessus, et tu vas ensuite, je pense, développer Morgane, l'affreuse musique de Conclave. C'est-à-dire que... Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Tiens. Voilà, non mais c'est vraiment... La musique dans Conclave, c'est le pire de Conclave. C'est-à-dire ce violon intempestif, agressif, qui vient... Ça force... Voilà, comme ça, tout. Surenchérir. On croit que les cordes, elles vont craquer. Et dès qu'il y a un instant de tension... coup de violon. Ouais, et j'ai l'impression que c'est en mode tu le sens mon suspense, tu le sens. Voilà, c'est ça. Non mais vraiment, genre, il appuie. Toi aussi, t'es pas en train de suer tellement c'est stressant ce qui est en train de se passer, alors qu'en vrai c'est juste un type qui est en train d'ouvrir une porte. Mais oui, non mais ça va plus loin qu'un type qui ouvre une porte. C'est juste une élection de gens dont personne n'a rien à faire. Oui, en plus, on est en train de nous faire avaler. Qui en a quelque chose à faire que le pape reste au Vatican, comme dirait Francis Huster. C'est vrai que le film survend aussi l'impact. Alors ça a un impact évidemment parce que voilà, il y a des milliards même de pratiquants, mais en soi, ça n'a pas forcément autant d'impact que peut avoir une élection présidentielle. Enfin, je veux dire. Non, alors. Il y en a qui seraient outrés de nous entendre, mais il y a quelque chose... En fait, le projet du film, c'est de nous montrer quelque chose qui, normalement, est secret parce qu'on ne voit que de la fumée. Donc, il y a tout un univers à inventer, d'autant plus que le film montre des scènes qui sont censées se passer au Vatican et qui, en fait, ont été totalement reconstituées parce qu'il invente des lieux dans lesquels, en vrai, on n'a pas le droit de filmer. Donc, je veux dire... mais après, ça, c'est... Oui, mais tu vois, par rapport à ça, je trouve que le défi était intéressant à relever. Un peu trop gros, hein, à mon avis, pour... je pense que c'est ce qui s'est passé aussi. Je pense que c'était trop gros, mais pourquoi pas ? Enfin, moi, j'aime bien cette idée-là, ce défi-là, c'est-à-dire de faire croire, de rendre cette illusion réelle de... société secrète qui se réunit comme ça au Vatican. Mais quel manque de cinéma, enfin c'est terrible, c'est-à-dire qu'on ne sent pas l'omnipotence de ces cardinaux. Alors c'est un choix aussi de la mise en scène, c'est qu'ils ont tous l'air plus ou moins de petits marquis, de petits bouffons, enfin voilà quoi. Il y a un côté en fait sénateur qui mange un bœuf bourguignon au restaurant à côté du jardin de Luxembourg, bon. Mais en plus, la cantine, elle est moribonde, tout est blanc, tout est blafard. Je veux bien. Mais je pense que c'était pas le choix de mise en scène, en fait, à privilégier, parce que ça rend tout le film, en plus de sa fantaisie, totalement bouffonnesque. Ouais, et moi, je pense que c'était une erreur de faire ce film... Et c'est pas drôle, d'ailleurs, comme film, c'est pas drôle. Ouais, allez, peut-être le début quand le cardinal avec sa vapote là, ok pendant 5 minutes. Après tu comprends que c'est un facho, mais l'introduction du personnage, elle est pas mal parce que bon, en plus il est très bon l'acteur hein, pour le coup. Ah oui, bon ça on va pas lui reprocher. Voilà. Mais ils sont tous bons, même Ralph Fiennes, il est bon. Ouais, tous les acteurs sont bons, mais il y a un côté quand même un peu tarte à la crème, genre de théâtre, mauvais théâtre comme je l'ai dit. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est une erreur d'avoir fait ce film en tant qu'allemand. Je pense que t'as des cinéastes italiens oh, qui... Dieu. Non mais allemand, français. Je pense que t'as des cinéastes italiens qui connaissent très bien ce que c'est que la foi, le catholicisme, etc. Alors je dis pas que c'est pas le cas de d'autres personnalités dans le monde et d'autres nations, mais je pense qu'à deux cinéastes il y en a un qui l'a fait d'ailleurs ce film-là, qui existe déjà sur la crise de foi, c'est Habemus Papam, qui est sur le même sujet, c'est Nanni Moretti. En fait, le film se passe, il y a un choix d'un pape, alors on ne voit pas le conclave, et d'ailleurs il fait l'impasse sur ça. Là, pardon, mais sur la question de la crise de la foi, le film est encore plus insignifiant. Oui, c'est pour ça qu'on en parlait. Voilà, Ralph Fiennes qui fait une tête d'homme contrit, oh mon Dieu, j'ai un peu perdu la foi. Voilà, non mais attends, enfin... C'est ridicule. Ouais, et bon, il en parle dans le film, mais c'est pas très bien amené, pas très bien mis en scène. Et justement, ça devient vraiment un sujet en arrière-plan. En fait. Ouais, la crise de foi chez Habemus Papam, c'est tout le principe même du film. C'est le personnage qui est élu pape et en fait il le refuse de l'être. Et il y a une espèce de
de fin de monde en fait, de fin de tout, et c'est super bien filmé, c'est un grand film. Et pareil, autre cinéaste qui faisait l'affaire, Marco Bellocchio, très très grand cinéaste. Son dernier film, c'était quoi, L'Enlèvement. Pareil, film sur la crise de foi. Il y a des très grandes séquences où le personnage voit le Christ. Enfin, c'est ouf. Et là, en fait, non, c'est juste une petite chose de rien du tout qui va sûrement gagner 1 ou 2 Oscars, peut-être 3. Allez, je ne vois pas gagner l'Oscar du meilleur film. Peut-être que je me trompe. Hein. Et j'espère pas me tromper. Ce sera peut-être Emilia Pérez. Mais je le vois bien, non, je le vois bien repartir avec un scénario adapté ou un prix des meilleurs costumes, tu vois, parce que c'est les costumes de prêtres, et je le vois bien avec le second rôle, évidemment, pour Isabella Rossellini. Il faut quand même, Morgane, pointer, et je le redis, les facilités, les grosses ficelles du scénario. Parce qu'on a parlé de l'aspect absolument pas crédible du tout de quelqu'un qui se pointe et qui se fait élire pape et qui est intersexe. Enfin, voilà, quoi. En fait, c'est juste que le film est une accumulation de twists, mais complètement nimp. Juste avant, il y a un attentat islamiste quand même. Je voulais en parler justement, Morgane. Mais voilà, c'est pour ça que ce truc aurait pu arriver en fait. Mais en fait, force de dire qu'il y a tout. Non, ça ne peut pas arriver. Non, je parle pas de l'attentat, je parle de le truc à la fin, enfin ce qu'elle dit, l'intersexe, ce twist de fin. Mais en fait, il arrive tellement à la fin d'une succession de twists sur twists sur un type qu'en fait, il a amené quelqu'un pour faire tomber un favori au choix. Enfin, tout ça, tu t'en peux plus en fait. Et voilà, et ça t'achève. Et puis c'est comme ça, tu vois, qu'il essaie de résoudre en l'attendant la fameuse crise de foi du cardinal Laurent. C'est qu'il y a un attentat et un attentat islamiste, et puis subitement, en fait, il a un regain de foi. Enfin, je veux dire, bon, c'est minable. Mais en plus de ça, enfin, je veux dire, arriver à faire croire qu'il y a un attentat islamiste au point où les fenêtres du Vatican sont soufflées, enfin, je veux dire, comme si ce n'étaient pas des périmètres ultra sécurisés, comme si c'était possible. C'est au Vatican en plus. Mais bien sûr. Le Vatican est ultra protégé. Mais bien sûr, ce n'est pas possible. Il y a la garde suisse. Oui. D'ailleurs, on la voit quasiment pas pendant le film, parce qu'ils en ont rien à faire. Je veux dire, le décorum, ça s'arrête aux cardinaux et aux bonnes sœurs. Elle est fâchée. Bah oui, je suis fâchée parce que je vais pas dire que c'est un film qui respecte pas la religion catholique. Bon, ça, on s'affiche. C'est pas une question de respect ou d'irrespect, peu importe. Mais au bout d'un moment, en fait, moi, j'aime bien quand les choses, elles sont faites un minimum sérieusement. Et là, vraiment, ça se voit que c'est de la mauvaise littérature adaptée en un mauvais film avec des grands acteurs pour jouer les cache-misères. Et c'est vraiment ça qui m'a déplu dans Conclave. Voilà, je pense qu'on a achevé Conclave, qu'on aurait pu d'ailleurs appeler, après tout ce qu'on a dit, Concon, mais tant pis. Et donc, on reviendra, on sera en meilleure santé, vous inquiétez pas. On fera au moins un épisode. Et peut-être 2 d'ici la fin, parce que peut-être qu'on fera un épisode de bilan. Oui, on le fera un épisode de bilan, de toute façon, c'est sûr. En toute fin d'année, voire début 2025, quand on aura vu les derniers films de 2024. Sur le prochain épisode, on n'a pas forcément le programme, même s'il y a des films qui nous font envie, d'autres qui font pas du tout envie. Mais il y a au moins le Paul Schrader. Ah oui, le Paul Schrader. Au Canada. Je pense qu'on parlera du film de Herzog qui sort. On parlait de cinéastes allemands qui sont encore vivants. C'est l'un des seuls. Voilà, qui a fait un film sur alors il a repris des images d'archives de 2 volcanologues et il a fait un film par-dessus, ça a l'air passionnant. Peut-être qu'on parlera aussi d'un blockbuster, je sais pas lequel, peut-être le Roi Lion, peut-être mon Craven, je sais qu'on ira le voir parce que c'est JC Sandor. Oui, bah moi j'ai envie. Après toi tu auras peut-être envie de parler du film de Tyler Taormina, moi vu que j'ai pas beaucoup aimé, je ne sais pas. Mais est-ce que tu t'en souviens? Bah à moitié parce que j'ai pas aimé. Voilà, c'est ça le problème, parce qu'on l'a vu juste après Cannes. Désolé. Peut-être que c'est pas. Mais sinon on ira voir Limonov, donc peut-être qu'on en parlera. De toute façon, on vous avez compris pour la fin d'Arrêt Caméra, en tout cas plus ou moins le hiatus, on verra ce qu'on en fera. Mais il y a le Nosferatu de Robert Eggers. Oui, mais ça je pensais en parler dans le tout dernier épisode, alors voilà. Mais en tout cas pour la fin d'Arrêt Caméra, on se permet de confondre les temporalités, parce que c'est vrai que Limonov est sorti en même temps que Conclave et Wicked, mais on l'a pas encore vu, donc peut-être que s'il mérite d'en parler, on en parlera au prochain épisode. Donc voilà, stay tuned comme on dit, et d'ici là, portez-vous bien. Et bonne écoute.